Paradoxalement, l'auteur de l'un des plus beaux panégyriques de la civilisation bourgeoise est en réalité Karl Marx. Et ce panégyrique se trouve au tout début du texte de propagande révolutionnaire le plus connu au monde, le manifeste du Parti communiste, co-signé avec Engels. Karl Marx, évidemment, s'est trompé quand il a proclamé la fin prochaine et inéluctable du capitalisme. Il s'est trompé lorsqu'il a dénoncé les prétendues contradictions du capitalisme qui le menaient en son sein et allaient fatalement amener à son autodestruction. Il affirmait que les travailleurs allaient devenir toujours plus pauvres et les patrons toujours plus riches. C'est la théorie de la paupérisation. Il pensait que la concentration de la richesse dans les seules mains du patronat amènerait nécessairement à la révolution et à l'avènement de la société sans classe. En réalité, le pouvoir d'achat de l'ouvrier n'a pas cessé d'augmenter. L'économiste Jean Fourastier constatait déjà, il y a de cela 40 ans, que le pouvoir d'achat de l'ouvrier français avait en l'espace d'un siècle été multiplié par 40. Par contre, ce que Marx a très bien vu, c'est le rôle éminemment révolutionnaire de la bourgeoisie qui a jeté à bas l'ordre féodal. Il a très bien vu aussi les progrès considérables que la bourgeoisie a permis de faire accomplir à l'humanité. Il s'extasie sur le caractère colossal des forces libérées et des richesses créées. Il relève que toutes les inventions technologiques des derniers siècles sont liées à la production capitaliste. Il comprend aussi que l'explosion démographique à laquelle il assiste en Occident est une conséquence directe de l'économie capitaliste. La bourgeoisie, dit-il, a fait jaillir du sol des populations entières. Il anticipe déjà la mondialisation capitaliste en soulignant le caractère cosmopolite de la production et de la consommation. Il parle d'une interdépendance universelle des nations. Il a déjà compris que cette mondialisation économique serait aussi une mondialisation culturelle. Il écrit « Les œuvres intellectuelles d'une nation deviennent la propriété commune de toutes ». Citons ici quelques passages éloquents. La bourgeoisie a joué dans l'histoire un rôle éminemment révolutionnaire. Partout où elle a conquis le pouvoir, elle a foulé aux pieds les relations féodales, patriarcales et idylliques. Elle a déchiré sans pitié la multiplicité colorée des liens féodaux qui attachaient l'homme à ses supérieurs naturels pour ne laisser subsister d'autres liens entre l'homme et l'homme que le froid intérêt, les dures exigences du paiement au comptant. La bourgeoisie a révélé comment la brutale manifestation de la force au Moyen-Âge, si admirée de la réaction, trouvait son complément naturel dans la paresse la plus crasse. C'est elle qui, la première, a fait voir ce dont est capable l'activité humaine. Elle a créé bien d'autres merveilles que les pyramides d'Égypte, les aqueducs romains, les cathédrales gothiques. Elle a conduit à bien d'autres expéditions que les grandes invasions et les croisades. La bourgeoisie ne peut exister sans révolutionner constamment les instruments de production, ce qui veut dire les rapports de production, c'est-à-dire l'ensemble des rapports sociaux. Tous les rapports sociaux figés et couverts de rouille, avec leur cortège de conceptions et d'idées antiques et vénérables, se dissolvent. Ceux qui les remplacent vieillissent avant d'avoir pu s'ossifier. Par l'exploitation du marché mondial, la bourgeoisie donne un caractère cosmopolite à la production et à la consommation de tous les pays. Au grand désespoir des réactionnaires, elle a enlevé à l'industrie sa base nationale. Les vieilles industries nationales ont été détruites et le sont encore chaque jour. À la place de l'ancien isolement des provinces et des nations se suffisant à elles-mêmes, se développent des relations universelles, une interdépendance universelle des nations. Et ce qui est vrai de la production matérielle ne l'est pas moins des productions de l'esprit. Les œuvres intellectuelles d'une nation deviennent la propriété commune de tous. L'étroitesse et l'exclusivisme nationaux deviennent de jour en jour plus impossibles, et de la multiplicité des littératures nationales et locales naît une littérature universelle. Par le rapide perfectionnement des instruments de production et l'amélioration infinie des moyens de communication, la bourgeoisie entraîne dans le courant de la civilisation jusqu'aux nations les plus barbares. Elle a créé d'énormes cités, elle a prodigieusement augmenté la population des villes par rapport à celle des campagnes, et par là, elle a arraché une grande partie de la population à l'abrutissement de la vie des champs. En un siècle à peine de domination, la bourgeoisie a créé des forces productives plus nombreuses et plus colossales que l'avaient fait toutes les générations passées, prises ensemble. La domestication des forces de la nature, les machines, l'application de la chimie à l'industrie et à l'agriculture, la navigation à vapeur, les chemins de fer, les télégraphes électriques, le défrichement de continents entiers, la régulation des fleuves, des populations entières jaillies du sol, quel siècle antérieur aurait soupçonné que de pareilles forces productives dorment au sein du travail social? On ne comprend pas Karl Marx si on ne comprend pas que pour lui, le capitalisme n'était pas une erreur. Ce n'était pas une erreur d'aiguillage, c'était une étape nécessaire et indispensable sur le chemin de la révolution. La bourgeoisie a couvert la terre d'usines, elle a mis en place l'appareil de production et les conditions de la prospérité mondiale. Cette conception, il l'emprunte à la philosophie de l'histoire de Hegel. Mais c'est justement en raison de cette conception déterministe du cours des choses qu'il s'est tout à fait trompé
dans son analyse de l'évolution du capitalisme.